Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette troisième session des webinaires sur la gestion de crise. Aujourd'hui, on va parler organisation et pilotage des cellules de crise cyber. Donc, au sein de ce cycle de webinaires, la semaine prochaine, on parlera vraiment, on fera un focus sur la partie continuité d'activité pendant la crise cyber. Et puis avant d'aller vers la fin du mois sur la communication de crise cyber et sur la partie reconstruction et sortie de crise cyber. On va commencer donc tout d'abord par un rôle au sein des cellules de crise, qui est le rôle des coordinateurs de crise. Le but du coordinateur de crise, ça va être de mettre en place les outils de crise. Les outils, je dirais, méthodologiques, mais aussi éventuellement l'outillage plus technique. Il va permettre aussi d'accompagner les décideurs dans la structuration de la cellule de crise, de faciliter et faire le lien entre les cellules, et de faire le lien avec les acteurs extérieurs notamment. Et il va avoir aussi un rôle assez important qui est de prendre du recul sur la situation. On va souvent le placer un peu en haut des cellules de crise et un peu à côté également. Il va aussi avoir souvent pour rôle de préparer les cellules de crise en amont, au travers d'exercices, au travers d'accompagnements spécifiques, etc. On va avoir souvent trois strates de cellules de crise. Une strate stratégique, qui va avoir pour but, comme son nom l'indique, de prendre des décisions stratégiques, de prendre de la hauteur. Une strate opérationnelle, qui va avoir pour but de faire de la coordination opérationnelle des actions, et après une strate de soutien sur l'ensemble de ces cellules de crise. On a souvent un écueil d'ailleurs d'avoir une cellule stratégique qui a envie de faire. Son rôle, c'est la cellule stratégique, ce n'est pas de faire, c'est plus d'être dans le faire-faire. Et c'est assez important parce que si en plus on commence à faire des choses au niveau stratégique, en fait on garde la tête dans l'eau et on ne prend pas de hauteur, on ne navigue plus le bateau et ça devient problématique sur la gestion. Donc la cellule stratégique a des grandes missions. Une mission d'anticipation. Elle doit voir demain, elle doit voir après-demain, elle doit voir l'impact de ses actions. Une fonction de renseignement qui a pour but de récupérer de l'information, de traiter après cette information, de structurer cette information. Des notions d'établissement de priorité. Elle va devoir, ça fait partie de son rôle de décision, d'établir des priorités dans les différentes actions. Également, elle va devoir gérer le pilotage des communications internes et externes. Elle aura un rôle interne dans sa cellule qui est le secrétariat de crise, avec la tenue de la main courante notamment, et après un rôle de coordination de l'ensemble des acteurs. Cette cellule, on va pouvoir la composer de différentes manières. On va souvent avoir un responsable de cellule, bien souvent le gestionnaire de crise. Alors le responsable de cellule, c'est pas un chef dur, c'est vraiment un chef d'orchestre. Il va naviguer, il va faire travailler tout le monde ensemble. Justement pour faire venir une décision collective et non pas une décision d'une personne unique, avec tous les écueils d'une décision prise par une personne unique. Et dans cette cellule, souvent, on va mettre le DG, la partie juridique, le responsable juridique, le DAF, le DRH, le responsable communication, les officiers liaison des différentes cellules thématiques, le secrétariat, la main courante. Nous, vu que là, on est sur une crise cyber, on va rajouter le DSI, le RSSI, éventuellement le DPO, et la logistique de la cellule, qui va en fait gérer tout ce qui va être eau, café, gérer les écrans, gérer tous les petits problèmes courants qu'on va pas avoir le temps de traiter pour se concentrer sur la gestion de la crise. Dans l'idéal, on va essayer d'avoir une salle pour cette cellule de crise, cette salle, qu'elle soit toujours la même, qu'elle soit connue et qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans les structures, on n'a pas les moyens d'avoir une salle dédiée équipée pour. On prend une salle de réunion et on dit qu'à tout moment, en fait, les réunions qui sont dans cette salle, on l'oublie. On oublie ces réunions et ça devient une salle de crise. On va essayer d'avoir un maximum de matériel, de kits de crise. Donc des PC portables hors Active Directory, de manière à ce que ces PC ne soient pas impactés par la cyberattaque. Ces PC, ils sont éteints, ils sont hors réseau, mais ils sont à jour par contre. Il faut les mettre à jour régulièrement. D'avoir des box 4G ou 5G désormais, avec les forfaits abonnements en cours. Souvent, on me dit oui, mais on a tous des téléphones portables, ça marche très bien, pas besoin de faire cet investissement. Le téléphone portable,
La problématique, c'est que quand vous prenez des appels, ça peut être compliqué. Quand vous sortez, etc., ça peut être compliqué. Pareil, on commence des fois à saturer ou on a des forfaits d'entreprise qui sont limités en nombre de gigas, etc. Donc la box 4G ou 5G, souvent, permet de se faciliter quand même le travail. Du nécessaire de bureau, des tableaux blancs pour pouvoir écrire, pour pouvoir présenter de l'information et de la documentation de crise. Alors, sur la documentation de crise, hein, on ne fait pas des bouquins de 500 pages hein, sur la documentation de crise. On fait vraiment de l'outillage utile. Avoir un process de 500 pages, ça aura un seul usage en cellule de crise, hein, c'est de caler la porte d'entrée. Derrière, tout ce qui va être eau, café, capacité à commander de la nourriture, euh, de manière en fait à pouvoir, j'ai envie de dire, pouponner un peu les membres de la cellule de crise qui n'aient pas à gérer tout ça. Et des solutions de communication indépendantes. Signal, WhatsApp, TOTR, des Teams hors tenante actuelles, des mails de secours hors tenante. Ça peut être du Gmail, ça peut être du Proton Mail, ça peut être du Teams. L'idée, c'est d'avoir des outils qui ne sont pas dépendants de votre système d'information. Par contre, attention, il faut avoir des outils dont vous avez l'habitude. Des outils où les mots de passe sont vérifiés régulièrement. Parce que si vous partez sur une solution qui est inconnue de tout le monde et où personne n'a le mot de passe, bah, c'est pareil. Le jour où la crise arrive, ça ne marche pas. Derrière, on va avoir différentes cellules thématiques. Ces cellules, euh, elles vont dépendre des besoins de la crise. Hein, on va avoir des cellules, bah, dans le cadre d'une crise cyber, mais on va aussi avoir des cellules métiers, des cellules communication, des cellules juridiques potentiellement. Vraiment, ces cellules, on peut en avoir autant qu'on veut. Le but, c'est qu'elles répondent aux besoins de traduire la vision stratégique de la cellule stratégique en vision opérationnelle. On est vraiment sur des cellules qui ont pour but de coordonner l'action. Ces cellules, pareil, bah, en mission, elles vont avoir de l'anticipation. C'est pareil. Dans leur domaine, elles vont devoir anticiper ce qui va arriver demain. Elles vont devoir traduire les besoins de la cellule stratégique en action. Je vous prends un exemple, hein. La cellule stratégique va vous dire bah, demain, je veux que la paye remarche. Ok, donc la paye, bah, côté IT, ok, on a besoin de quoi en logiciel? Est-ce qu'on a besoin de rouvrir des flux Internet? Est-ce qu'on a besoin de postes, etc. Côté métier RH, ok, la paye, bon, est-ce qu'on rejoue des jeux de paye? Qu'est-ce qu'on a besoin comme information, etc., etc. Combien on va avoir besoin de personnes pour vous refaire de la saisie? Tout ça, c'est acté au niveau des cellules thématiques. Et elles vont bah, piloter les actions thématiques. On a une cellule thématique qui va être un peu particulière dans le cadre d'une cyberattaque, c'est la cellule thématique, si on veut dire IT, qui, elle, va avoir deux points complémentaires. Le point de collecte informatique pour l'équipe de réponse à incident qui va arriver, et la partie reconstruction. Elle va être très challengée, cette cellule thématique IT, par la cellule stratégique qui va demander des échéances de reprise. Ces échéances de reprise, elles sont incalculables, elles sont très compliquées à définir côté IT dans un premier temps. Et donc ça, bah, c'est aussi le but de l'officier de liaison de cette cellule, de pouvoir dire, bah, je ne sais pas, je ne saurais pas vous donner la réponse. Souvent, ces cellules, on va les composer des manières suivantes. On va mettre un coordinateur au sein de la cellule, un officier de liaison qui va faire le lien entre cette cellule et la cellule stratégique, les fonctions anticipation renseignement, les responsables des différents services, hein, responsable infra, réseau, support IT, etc. Et pareil, un secrétariat de crise qui va avoir pour but de tracer toutes les informations dans la main. Ces cellules, j'ai envie de dire, c'est dans l'idéal. Ça, c'est quand on est riche en personnel. Des fois, ces cellules, c'est trois personnes au coin d'une table et on se débrouille comme on peut. Ça arrive d'ailleurs plus souvent qu'on soit trois au coin d'une table à se débrouiller comme on peut et à avoir 30 missions, plutôt qu'on ait assez de monde pour monter toutes ces cellules dans l'idéal. Et si chez vous, dans vos structures, vous avez la capacité d'avoir assez de monde, c'est l'idéal, c'est confortable et ça permet de gérer la crise au mieux. Après, on a l'environnement des cellules de crise. Donc là, on a vu un peu l'interne des cellules de crise. On va voir là maintenant, c'est un peu ce qu'il y a autour, ce qui gravite autour de nos cellules. Tout d'abord, on va avoir les assurances cyber. Les assurances cyber, elles vont avoir des capacités à déclencher de la ressource spécialisée, des CERT, des avocats spécialisés, des spécialistes en reconstruction, des communicants de crise, etc., etc. Ils vont aussi nous servir à indemniser les experts et la perte d'exploitation. Par contre,
l'assurance, elle va essayer d'imposer ses experts. Et puis à la fin, c'est elle qui paye. Donc elle va vous dire, bah, si vous voulez que je paye à la fin, bah, je veux que ce soit mes experts qui viennent chez vous. Elle va chercher des clauses d'exclusion, le VPN qui n'avait pas de EFA, les mises à jour qui n'ont pas été faites, etc. Et des fois, bah, les contrats peuvent être inadaptés. Régulièrement, on a des contrats de l'assurance cyber qui vous disent, bah, en fait, je vous couvre pour 72 heures de forensique, à partir du moment où vous me déclenchez. Mais en fait, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. 72 heures de forensique, vous ne faites rien en termes de forensique. Vous n'avez pas le temps de couvrir toutes les investigations. Elles vont demander à la fin les mains courantes. Donc les mains courantes, hein, qui vont tracer toutes les actions. Ce qui emmène un point, c'est que la main courante, on va pas mettre n'importe qui à faire la saisie de la main courante. On va préférer des spécialistes de type juriste, qui vont savoir un peu quoi écrire et le poids des mots qu'on va mettre dans la main courante. Elles vont demander également le rapport de forensique. Les estimations de la perte d'exploitation, ça va arriver très vite, parce que souvent, en fait, ils réassurent les contrats d'assurance. Donc, suivant les estimations de perte d'exploit, eux, ils vont se retourner derrière sur les autres brokers. Et par contre, depuis 2023, depuis la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur de 2023, attention, hein, la loi impose que pour être indemnisé par une assurance cyber, il faut avoir déposé plainte dans les 72 heures après la découverte de la cyberattaque. Ça, c'est bien à prendre en compte dans les process. Et ça, après ce dépôt de plainte, vous pouvez le faire directement par lettre recommandée auprès du parquet J3, ce qui vous évite de vous déplacer en commissariat, etc. Dans l'environnement, on va aussi avoir l'autorité judiciaire. Donc, sous l'autorité en France du parquet J3, qui a une compétence nationale sur le cyber, qui va derrière saisir les bons services enquêteurs, suivant un ensemble de critères qui sont définis. Donc, l'autorité judiciaire, elle va permettre de déposer plainte. Ce but de déposer plainte, hein, derrière, ça va être des acteurs et de judiciariser ces acteurs. C'est-à-dire de les faire présenter devant un juge pour derrière les mettre en prison. Autre avantage, c'est que ça peut vous fournir des marqueurs et des outils de déchiffrement provenant de la coopération internationale. On a des cas où les autorités judiciaires ont prévenu les clients soit qu'ils allaient se faire cyberattaquer de manière imminente, parce que les attaquants étaient sous surveillance, ou alors ils ont pu fournir des outils de déchiffrement grâce à ou des clés de déchiffrement qu'ils ont pu trouver sur de la surveillance. Ça peut mobiliser du temps aux différents acteurs de la crise, hein, parce que ça va vous demander de remplir une lettre plainte, ça va vous demander des éléments, etc. Et ça va vous demander aussi de la mise à disposition de logs et potentiellement de postes et de serveurs. On voit de moins en moins, hein, des demandes de mise à disposition de postes et de serveurs, mais ça peut encore arriver. Et souvent, on va vous les demander 3, 4, 6 mois après. Donc, il faut penser à stocker ces différents logs. Ils vont également vous demander, dans un premier temps, notamment en cas de ransomware, la note de rançon et 2 fichiers chiffrés. Ça, c'est pour l'attribution derrière au bon service enquêteur. La CNIL. Bon, la CNIL garantit que l'informatique est au service du citoyen. Ça nous aide beaucoup pendant la crise. Par contre, les points un peu embêtants, c'est que on va avoir une prédéclaration en moins de 72 heures à faire en cas d'impact grave sur les données personnelles. Et également, il peut arriver que derrière, on ait des audits post-incident de la part de la CNIL qui va venir auditer un peu si vous êtes conforme avec les différentes réglementations associées. Ils vont vous demander de remplir le formulaire du coup qui est disponible sur le site internet de la CNIL. Donc d'abord de faire une prédéclaration dans les 72 heures et après d'amender cette déclaration au fur et à mesure. Les différents partenaires fournisseurs peuvent avoir des capacités à adapter les process métiers, vont essayer de faire jouer les clauses contractuelles des fois, soit pour vous forcer à libérer de la marchandise, soit pour se prioriser par rapport à d'autres, pour vous demander des indicateurs de sécurité, de compromission, etc. Souvent, très vite, ils vont s'isoler d'un point de vue IT. Ils vont bloquer vos mails. Si vous avez de l'interco avec eux, ils vont bloquer tout ça. Et ils vont vouloir des informations très vite pour réouvrir les flux avec vous. Attention, attention aux infogérants qui, des fois, surjouent les deux points ci-dessus. Hein, les infogérants, des fois, ne sont pas tous aidants dans les résolutions de la crise. Et donc, ils vont jouer les clauses contractuelles de manière plus en disant ah attention, j'ai pas de série spécifique parce que j'ai pas de clause avec vous qui l'ont prévu.
Puis en fait, je vais m'isoler de vous parce que en fait, j'ai peur que ça rebondisse sur mon système d'information. Sauf que c'est moi qui infogère chez vous, donc et là, on rentre dans des situations assez compliquées. Souvent, ils vont vous demander des informations métiers et techniques sur l'attaque, les risques et les impacts. On verra sur la partie communication de crise, il y a des communications très spécifiques à avoir avec les partenaires et fournisseurs matures en cybersécurité. Et le but, ça va être de communiquer très vite avec eux pour ne pas rompre le lien de confiance et donc pour faciliter la réouverture des flux derrière. On va avoir les métiers. Donc là, on est en interne, même si on est en interne, hein, on a les métiers qui vont faire partie de l'environnement des cellules de crise. L'avantage des métiers, c'est que la plupart des métiers, ils peuvent s'adapter. Ils peuvent travailler sans IT. C'est compliqué, il faut l'avoir un peu intellectualisé avant, mais ils peuvent le faire. Et souvent, ils vont être moteurs. Il va quand même falloir leur fournir des informations rassurantes, notamment sur la paye, notamment sur le devenir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, on va s'en sortir. Mais il faut leur dire. Souvent, ils ont pas cette vision. Euh, Ils vont souvent sursolliciter le service IT pour dire que ça marche pas. Oui, bah merci, on est au courant. Mais donc c'est pour ça qu'il va falloir communiquer, il va falloir leur donner les bonnes consignes en leur disant ne sursollicitez pas le support, ils sont occupés, ils savent que ça marche pas actuellement. Par contre, sollicitez-nous pour tel point très précis, tel point très précis. Euh, Souvent, on va avoir de la demande sur les impacts personnels et sur les données à caractère personnel que peuvent avoir l'entreprise. Du type, j'étais en télétravail à la maison, est-ce que mon PC, il a pu contaminer la console de jeu de mon enfant? Est-ce qu'il a pu contaminer ma box, etc. Donc ça, c'est des demandes qui reviennent assez régulièrement, qu'on peut anticiper. Et pareil, est-ce que mes informations, elles sont sorties dans la nature? Faites attention d'ailleurs, hein, si vous avez moyen de stocker le moins possible au niveau des SIRH, tout ce qui est pièces d'identité, passeport, informations personnelles, c'est l'idéal parce que derrière, c'est toujours un peu compliqué et on a toujours des risques en fait sur les collaborateurs. La presse, bon, l'avantage de la presse, c'est qu'on peut un peu l'orienter, la manipuler pour passer l'information voulue. Ça se fait en fait en communiquant très vite, en étant relativement transparent dès le départ, et bah, ça nous aide à sortir des messages rassurants. Attention, en cas de communication tardive ou en cas de communication non structurée, bah, la presse peut fournir des informations erronées. Tout simplement parce que le journaliste, il a besoin d'informations, il a envie de parler de votre sujet, il a besoin d'informations, donc il va trouver de l'information où il en a envie. Et des fois, bah, l'information n'est pas bonne. Donc si on est réglo avec le journaliste dès le départ, qu'on lui donne toutes les informations dès le départ, il va être réglo avec vous également. Pareil, s'il n'a pas d'informations, il va essayer de passer hors des canaux de communication établis. Il va essayer de contacter vos collaborateurs, directement la DSI, etc., etc. Le but du journaliste, lui, c'est de transmettre une information. Donc lui, ce qu'il a besoin, c'est d'informations sur la situation et des communiqués de presse. Ça, pareil, on rentrera dans le détail un peu plus tard. Derrière, vous avez les clients. Les clients, bah, dans le B2B, souvent, ils vont être compréhensibles. Bon, ils vont quand même s'isoler, etc., mais ils vont être compréhensifs. Euh, Ils vont quand même souvent vous demander quand même un peu de respect des clauses contractuelles. Dans le cadre du B2C, on va vous demander des garanties sur les données à caractère personnel. Dans le cas du B2B, on va s'isoler. Pareil, hein, bah, ça va demander juste de la communication et de l'information structurée vers les différents interlocuteurs. Derrière, on va avoir nos collaborateurs, les salariés. Donc, il va falloir prendre, en fait, dans toute la gestion de crise, prendre en compte ce qu'on appelle le PFH. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. Pourquoi? Parce que la crise, c'est géré par des humains, et donc, bah, on va avoir potentiellement les biais cognitifs, les stress ambivalents. Alors, on appelle ça stress ambivalent désormais, c'est le nouveau nom de stress positif. Pourquoi? Parce que le stress positif, bah, en fait, il n'est pas que positif. Il va vous permettre de vous mobiliser, oui, mais vous allez rentrer dans un effet tunnel. Il va vous permettre de prendre la décision rapide, oui, mais il va court-circuiter différents circuits de réflexion, etc., etc. Attention aussi aux pertes de sens dans la mission, hein, parce que des fois, bah, en gestion de crise, on perd un peu du sens pour ça. On a besoin de respecter la pyramide de Maslow, hein, dans la gestion de crise, notamment sur les personnes impliquées dans la gestion de crise, et donc bah, besoins physiologiques, besoins de sécurité, etc. Ça, c'est le but de la préparation et de la logistique des cellules de crise, hein.
c'est que on soit assuré que les personnes aient de quoi rentrer chez elles, qu'elles aient de quoi manger, qu'elles aient de quoi boire, etc., etc. Je ne peux que vous conseiller le livre de Benoît Bré, d'Édith Perrault-Pierre sur la mobilisation des facteurs humains dans la gestion de crise, qui va reprendre un peu toutes ces notions de stress et qui peut vous proposer des méthodes justement pour gérer le stress à la fois des personnes, mais aussi gérer le stress de l'organisation avec tous les biais qui sont liés en fait au mouvement de groupe, etc. On a différents outils méthodologiques qui vont nous servir dans la gestion de crise. Il y en a plein. On a fait un choix. C'est le choix de vous fournir les outils que nous, on utilise au fur chez nous, mais il en existe plein d'autres. Déjà, on a trois grands principes. Ces trois grands principes, ils viennent du maréchal Foch, ils viennent du monde militaire, mais ils s'appliquent très bien. Tout d'abord, la liberté d'action. On doit laisser les gens faire. On doit leur laisser de la capacité à se structurer. On doit leur laisser tout simplement la capacité de prendre des décisions à leur niveau. On va aussi avoir la concentration des forces. On va concentrer nos efforts sur des actions qui sont prédéfinies. Et derrière, l'économie des moyens. Surtout dans une crise cyber, on ne joue pas un sprint, on joue un marathon. Donc ça ne sert à rien de mettre des personnes sur des actions inutiles ou des actions qui ne sont pas pressées. Sauf si vous voulez les occuper parce qu'en fait, ils deviennent perturbateurs pour la gestion de crise. Là, on va leur trouver des tâches un peu annexes de manière en fait à les focus sur différentes actions de manière à ce qu'ils nous libèrent et ils nous lâchent un petit peu. On va avoir une boucle méthodologique d'analyse de la situation, qui est la boucle PEDA. Il en existe plein, hein, ça peut être aussi les 5W, il existe plein de méthodes. Qui va être d'abord de commencer par la perception. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Qui est mon adversaire? Est-ce que c'est un attaquant? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un métier? Hein, l'adversaire au sens large. Quels sont mes moyens, moi, pour y faire face? Soit des équipes, hein, des moyens humains ou des moyens matériels. Et derrière, suite à cette perception, je vais évaluer la situation. Je vais qualifier un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il s'agit? Quelle est l'étendue? Depuis quand? Qui sont mes renforts? Qui sont mes alliés? Contre qui je vais avoir? Voilà, on va prendre un petit niveau d'abstraction par rapport à la perception. Derrière, on va décider. Je vous propose pareil, de la méthodologie juste après sur le sujet, sur la slide suivante. Et derrière, on va agir, tout simplement. Et ça, c'est une boucle de réflexion, c'est une boucle mentale qui permet en fait de prendre de la hauteur sur la décision et de ne pas prendre de la décision comme ça sur un coup de tête. Pour, j'ai envie de dire, fournir notre décision, on peut utiliser cet acronyme SMEP qui permet en fait ce qu'on appelle des cadres d'ordre et donc qui vont permettre de structurer l'information qu'on veut faire passer et donc que l'information soit bien prise en face et que la personne ait toutes les informations utiles pour remplir sa mission. Tout d'abord, situation. Quelle est la situation générale? Qu'est-ce qui se passe? La mission, quelle est la mission que je vais vous donner? L'exécution, comment on va faire cette mission? Comment on va s'articuler? Le groupe où c'est qui se situe hein, dans la cellule de crise par rapport aux autres groupes de la cellule de crise et quelle est la place du responsable? Quelle est la place physique du responsable, mais aussi quelle est la place hiérarchique? Parce que des fois, en crise, en fait, on va changer un peu les hiérarchies où ce sera peut-être pas le chef de service, mais ce sera la personne la plus compétente en temps de crise qui sera chef des différentes cellules. Ça, pareil, ça peut s'adapter, etc. Mais l'idée, en fait, c'est juste de ne rien oublier et d'avoir un cadre d'ordre complet. Derrière, ce qui va servir aussi, c'est les différents annuaires. Annuaires des cellules de crise. Alors ça peut bien marcher. J'en ai pas ici, mais en petites cartes. Vous faites des petites cartes qui se mettent dans des portefeuilles. Et comme ça, peu importe où vous êtes, vous avez l'annuaire de vos cellules de crise interne. L'annuaire des prestataires, l'annuaire des représentants de l'État, des journalistes et médias. Les annuaires des environnements au final. Pareil, ça à chaque niveau, à chaque cellule de crise, chacun peut faire ses annuaires. Pensez bien hein, dans les annuaires à mettre les backups.
quand vous avez défini les personnes qui font partie de votre cellule de crise, pensez à avoir un numéro 2. Parce que la crise, elle intervient toujours quand les personnes sont en vacances, quand les personnes sont malades, quand les personnes ne sont pas là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des backups. Et d'avoir préparé aussi ces backups à la gestion de crise. Les fiches de poste, ça c'est important aussi. C'est des petites fiches, hein, pareil, ça, numérique, papier, peu importe. Mais c'est toujours intéressant d'avoir, bah, pour chaque poste, des cellules de crise, de savoir bah, quel est le rôle du poste, quelles sont les coordonnées des personnes, quelle est la mission qui m'est donnée, et quels sont les outils à ma disposition pour remplir ma mission. Ça permet de remettre un petit peu les bases, de se mettre dans la crise, entre guillemets. Hein, ça peut très bien se processer et dire, OK, maintenant on est en cellule de crise, chaque personne a sa fiche de poste et peut le faire. Et pareil, ça, pour les backups qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ont moins l'habitude, bah, au moins ils ont leur mission, les outils et le périmètre qu'ils vont gérer. Et bien sûr, derrière, tout l'outillage de crise nécessaire, guide de gestion de crise, main courante, etc. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce webinaire assez dense. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points que vous voulez qu'on aborde? Écoutez, je vois pas de questions dans le chat. Euh, on vous fournit donc aujourd'hui le volume 3 qui reprend un peu tous ces éléments avec bah, justement des exemples de fiches PEDA, etc. Alors pourquoi un annuaire des journalistes et médias? Tout simplement parce que vos communicants ils vont avoir besoin des fois de communiquer de manière proactive. Et donc on a cartographié la partie médias journalistes avec les spécialités de chacun. Bah, c'est plus pratique de l'appeler directement que de passer, ou d'avoir le mail direct, que de passer par le standard du journal, etc. Je ne sais pas si ma réponse était claire, Christophe. Donc on vous laisse voilà, à disposition donc, le volume 3 sur la structure, mission et environnement de cellule de crise. Comme sur les deux premiers volumes, pareil, vous avez des fiches outils qui sont prêtes, qui sont adaptées derrière à vos contextes, qui sont disponibles dans ce volume du guide de gestion de crise. Pareil, hein, l'ensemble de ce webinaire sera disponible à l'issue sur le YouTube d'Intrinsèque. Et bah, du coup, il me laisse à vous souhaiter une bonne journée. Puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour la continuité des activités.